Mais nos compatriotes sur place se portent bien, selon le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur qui annonce des mesures de rapatriement pour ceux qui le souhaitent. Interpellation à Gouloumbou. 3 migrants somaliens dans les mailles de la police. Ils ont franchi clandestinement la frontière sénégalo-guinéenne à moto, contournant les contrôles officiels. En Angalma, 19 personnes déférées ce matin au parquet de Diourbel pour sabotage et troubles à l'ordre public. Elles ont été arrêtées la semaine dernière dans l'affaire du sabotage des installations du fermier Aquatec. Silence inquiétant après l'attaque de Djignaki. 2 mois, toujours aucune trace du soldat porté disparu, ni revendication ni information officielle. Le processus de paix en Casamance à l'épreuve du doute. À suivre, l'actualité internationale avec Kana Rocha, les sports Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue sur la guerre Israël-Iran vue d'Afrique du Sénégal notamment, enjeux, positionnement et répercussions. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Une affaire jugée choquante. Il s'agit de la mort du jeune Abdallah Dramé après un accident à Dakar alors qu'il était sur sa moto. Un autre véhicule l'a percuté avant de s'enfuir. L'accident s'est produit le jour de la Tabaski. Admis à l'hôpital principal, il a rendu l'âme au 4e jour. Le collectif Patient en danger déplore une négligence des médecins le jour de sa mort. C'était le 7 juin, jour de la Tabaski. Abdallah Dramé se retrouve à l'hôpital principal après un grave accident qui lui a coûté 3 fractures, la clavicule, la hanche et la cheville. Nina Pendafaï du collectif Patient en danger nous éclaire. Au-delà du fait qu'il ait choisi l'hôpital principal pour la qualité de leur prise en charge, il a été pris en charge pendant 3 jours sans problème. Parce que là où il était, il ne pouvait pas avoir de visite étant donné que son accident était grave, il était dans une situation critique. Et il est sorti de cette situation et on l'a mis quelque part. Mais tout a basculé au 4e jour. Ignorance ou négligence des médecins en place, Nina Pendafaï. Et ce dont la famille parle, qui est extrêmement important, c'est encore une mère qui vient vous dire mon fils a du mal à respirer, qu'il est en train d'étouffer. Et que juste 1 ou 2 personnes parlent mal à la maman de Abdallah, réagissent mal quand sa sœur vient les voir, disent à la limite que vous nous embêtez parce que vous nous parlez d'Abdallah. C'est leur patient, c'est leur frère, c'est leur sœur. Et il y a une manière, je pense, de parler à ses accompagnants et même aux patients. Nous avons joint sa maman, mais dévastée, elle n'a pu piper mot. Mais voilà ce qu'un autre membre du collectif Patient en danger a pu recueillir d'elle en off. Mon fils a été bien pris en charge les premiers jours de son hospitalisation et que c'est samedi, quand le nouveau médecin de garde est arrivé et le major, que les problèmes ont démarré et que ces 2 personnes ont ignoré les demandes d'aide de son fils. Elle-même a affirmé avoir parlé en personne à ce médecin de garde qu'il a royalement ignoré, considérant que c'est des caprices, et c'est juste après qu'Abdallah a fait une crise cardiaque. Fin de citation. Nous avons joint la direction de l'hôpital principal. Elle nous fait savoir que la directrice de l'hôpital et son équipe travaillent à rassembler tous les éléments pour réagir en fin d'après-midi. Aux dernières nouvelles, la famille de la victime a décidé de porter plainte. Milice. RFM, la radio de toute l'actualité. Tension au Moyen-Orient, l'inquiétude gagne du terrain entre l'Iran et Israël. Les populations vivent sous la menace des bombardements. Mais du côté des Sénégalais sur place, pas de panique. Aucun blessé, aucun décès signalé, rassure le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Selon Amadou Chérif Diop, des dispositions sont prises pour ceux qui souhaitent être rapatriés. Il donne également des nouvelles de nos compatriotes aux États-Unis. Amadou Chérif Diouf au micro de Boubacar Dieng. Pour l'instant, tout se passe bien dans le sens où on n'a pas de morts ou de blessés lorsqu'il s'agit de la communauté sénégalaise vivant en Iran et en Israël. Ce qu'il faut savoir, nous avons la chance d'avoir des représentations diplomatiques qui sont sur le terrain. Pas plus tard qu'hier, j'ai longuement échangé avec notre ambassadeur en Iran qui m'a fait le point sur la situation des Sénégalais. Actuellement, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour ceux qui veulent être évacués. Vous savez, on dit que la diplomatie, on ne met pas tout sur la table, mais sachez qu'on est en contact permanent avec nos représentations diplomatiques
diplomatiques et tout ce qui doit être fait pour la protection des Sénégalais sera fait, Inch'Allah. Et vous le savez comme nous, le Sénégal fait partie des 36 pays qui sont sous la menace d'une interdiction de voyager aux États-Unis, d'où le travel ban. Qu'en est-il de nos ressortissants qui sont aux États-Unis? Non, travel ban, vous parlez comme si c'était un acquis, c'est pas encore un acquis. Il va falloir faire la différence. On dit éventuel travel ban, mais la réponse va être la même dans le sens où nous sommes en contact permanent avec nos représentations. Vous avez vu récemment le communiqué que notre ministère a sorti expliquant aux Sénégalais de respecter quand même les mesures que les autorités américaines ont prises et je sais que ça sera fait. Au-delà de cela, nous travaillons avec les associations, des personnes ressources, mais particulièrement nos ambassades et nos consulats pour nous assurer que nos compatriotes sont protégés. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur s'est exprimé en marge de l'atelier de préparation de la journée nationale de la diaspora prévue le mois de décembre. À Tambacounda, les éléments de la police des frontières en poste avancé à Gouloumbou ont procédé tôt ce matin à l'interpellation de 3 individus de nationalité somalienne. Selon des sources proches de l'enquête, ces étrangers, une fois arrivés à la frontière sénégalo-guinéenne, ont été transportés à bord de motos jusqu'à Manda Douane après avoir contourné les postes de contrôle officiels du commissariat spécial de Kounkané. À leur arrivée à Manda Douane, ils auraient été hébergés et nourris par un individu surnommé préfet, un bietteur bien connu de la gare routière et présumé trafiquant de migrants dont le nom revient fréquemment dans les enquêtes de la police. L'enquête suit son cours, on y reviendra avec notre correspondant sur place. Exercice de simulation, 3 blessés, 9 personnes intoxiquées. C'est le bilan ressorti de la fuite gaz déclenchée au niveau de la société africaine de raffinage, la SAR. Le préfet du département de Pikine ayant activé le plan particulier d'intervention précise que la situation est maîtrisée par les éléments des sapeurs-pompiers. Les blessés évacués au centre psychiatrique de Mbao pour éviter une aggravation de la situation. Un périmètre de plus de 300 mètres des alentours de la SAR est en bouclage. Amdi Mbeng, que nous écoutons au micro de Salamata Ousmane Diallo. Aujourd'hui, 17 juin 2025, une fuite de butane suivie d'un départ de feu a été détectée au niveau de la sphère D517 de la Société africaine de raffinage SAR. L'incident a été rapidement identifié par un agent du service et donc c'est un exercice, la SAR a déclenché son POI. Maintenant, grâce à ce dispositif, en tout cas les équipes de sécurité et de maintenance sont intervenues sans délai et 3 blessés ont été rapidement pris en charge par les secours présents sur site. Et il faut noter que la bonne coordination des autorités compétentes nous ont permis de déclencher tout de suite après un PPI. Ce travail concerté a permis de contenir rapidement l'incident et d'assurer la sécurité de la zone. Et je signale que aussi la zone a été bouclée sur un rayon de 715 mètres par la police et la gendarmerie. Et nous suivons de très près ce qui se passe sur le terrain. Nous exprimons aussi la solidarité avec les blessés et leurs familles et remercier l'ensemble des acteurs mobilisés pour leur professionnalisme mais aussi leur réactivité exemplaire. Une enquête interne est en cours pour déterminer l'origine de la défaillance technique et prévenir toute, en tout cas, récurrence. À 12h12 en Dangalma, les 19 personnes interpellées depuis vendredi dans l'affaire de sabotage des installations du fermier Aquatec ont été déférées au parquet de Diourbel. Elles sont poursuivies pour sabotage aux hôpitaux Cheikh Ahmadoul et l'hôpital Ndamatou. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le mystère reste entier autour du soldat porté disparu lors de l'attaque de Guignaki en avril dernier. Malgré les recherches de l'armée et les tentatives de médiation, aucune information fiable n'a émergé. Le silence des autorités, couplé à l'absence de toute revendication, entretient l'angoisse et alimente les inquiétudes. Une affaire qui met en lumière les limites du processus de paix en Casamance et questionne sur l'engagement réel des différents acteurs impliqués. Lamine Bah. Le mystère demeure entier autour du
sort des soldats portés disparus depuis le déclenchement des opérations de sécurisation consécutives à l'attaque survenue à Djignaki au mois d'avril dernier. Malgré les nombreuses initiatives déployées par l'armée conjuguées à des tentatives de médiation avec ses éventuels ravisseurs, aucune avancée notable n'a été enregistrée à ce jour. L'inquiétude grandit d'autant plus que les autorités politiques et militaires observent un silence total depuis la disparition du militaire. Une posture qui alimente rumeurs et spéculations autour de cette affaire sensible. Contrairement au précédent cas d'enlèvement de soldats dans le conflit casamançais, aucune faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance n'a jusqu'ici revendiqué la détention du soldat. Aucune revendication, aucun canal de contact établi, aucune piste concrète à l'horizon. D'ordinaire, la douleur des familles dans de telles circonstances est au moins partiellement atténuée par des prises de parole rassurantes des autorités ou des médiateurs. Or, dans cette affaire, l'absence totale de communication ne fait que renforcer l'angoisse des proches et des populations. D'après nos informations, aucune initiative prometteuse ne permet à ce jour d'envisager la libération du soldat disparu dans une perspective optimiste. Ce silence inquiétant met en lumière les limites apparentes des mécanismes de médiation jusqu'ici salués dans le processus de paix en Casamance. Même les acteurs de la société civile engagés de longue date dans le rapprochement des partis semblent impuissants face à cette situation inédite. Cette affaire relance le débat sur l'efficacité réelle du collectif des organisations sous-régionales de la société civile, souvent créditées des avancées notées dans le processus de paix. Leur mutisme et leur manque d'action concrète dans ce dossier interrogent sur leur capacité à faire face aux défis actuels du conflit casamancé. Lamine Baz, Guinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci. Retour dans ce midi sur la LFR et le débat d'orientation budgétaire. L'Assemblée nationale devrait évacuer ensemble ces deux questions. Le temps presse. L'Assemblée clôture sa session le 30 juin prochain. Mais les délais devraient tenir. Mohamed Ali Mouba. Plus que 13 jours top chrono pour adopter la loi de finances rectificative et organiser le débat d'orientation budgétaire. Un calendrier serré, mais tout porte à croire que les délais seront tenus. Et pour cause, au Sénégal, ce type d'exercice n'a bien souvent que l'apparence du débat. Théodore Montey, spécialiste du droit parlementaire. À ce que j'en sais, le débat d'orientation budgétaire se fait en une journée. Généralement, les gens le font le jour de la clôture même de la session. Et c'est pas vraiment un débat. On a une journée de débat, mais parler de débat d'orientation budgétaire en moins de 12 heures de travaux, c'est pas vraiment un débat d'orientation budgétaire. Maintenant, peut-être que cette année, avec la législature, ils vont innover. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ce qu'on a vu en termes de débat d'orientation budgétaire, c'était vraiment du travail bâclé, quoi. Au Sénégal, le débat d'orientation budgétaire, en réalité, n'en est pas un. Le ministre des Finances mène la danse et le Parlement suit le rythme. Le travail de fond en commission ne se fait pas en amont. Le rôle du député, apparemment, se limite à entériner et à adopter ce qui lui est présenté. Et c'est les auditions des ministères qui servent de base au débat d'orientation budgétaire. Mais ce travail préalable ne se fait jamais. Et donc, arrive, le ministère des Finances présente, généralement, les députés se mettent à demander des bouts de route, des forages ou des ambulances pour leur localité. Ça, je pense que c'est pas ce qu'on appelle un débat d'orientation. Et généralement, le dernier jour, le jour de la fermeture de la session, traditionnellement, il n'y a pas d'innovation si la nouvelle législature n'a pas changé les choses. Le dernier jour viendra, on discutera pendant quelques heures et à la fin, le président de l'Assemblée nationale donne son discours de clôture et puis les députés vont en vacances. Autrement dit, au Sénégal, le budget ne se débat pas, il se valide. Mohamed Ali Mouba, face à la flambée des prix du loyer, les femmes locataires du Sénégal ont décidé de s'unir. Elles viennent de mettre sur pied une nouvelle association pour faire entendre leur voix et porter leurs revendications. Ces femmes dénoncent les nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, notamment l'insécurité résidentielle, les hausses abusives des loyers et l'absence de mesures d'accompagnement. Elles interpellent les autorités pour qu'une solution durable soit trouvée à travers notamment des aides au logement et l'accès aux logements sociaux. Massaou Diaou, coordinatrice des femmes locataires du Sénégal, au micro de Aminata Ba. Réunis aujourd'hui, c'est pour porter à la connaissance de l'opinion publique et surtout les autorités compétentes les préoccupations d'urgence du collectif des femmes locataires du Sénégal. Nous sommes des mères de famille. Qui les concerne, Cheikh Anta Diop.
Le thème de cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, interpelle et oblige les autorités à faire le point sur les engagements et surtout à identifier les défis qui restent à relever. Cherso Kayordianken, chargé de la protection des enfants. Nous lançons aujourd'hui un appel fort aux collectivités territoriales. Il est temps d'accorder une priorité réelle à la protection de l'enfant dans vos budgets. Cela signifie des lignes budgétaires spécifiques, des ressources dédiées et un suivi rigoureux. Les enfants ne sont pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques, mais ils sont des acteurs à part entière. Leur participation aux instances décisionnelles qui les concernent doit devenir une réalité concrète, non un simple principe théorique. Les enfants de Thiès l'ont bien compris et pensent déjà à leur avenir. Adamatal, la présidente des enfants. Notre priorité, c'est l'avenir positif, devenir des cadres pour ce pays. C'est dans ce sens qu'un réseau a été mis en place par les enfants de Thiès, parrainé par plan, pour mieux assurer la veille sociale. Younous Diaby est le coordonnateur du réseau communal des enfants de Thiès-Est. En les renforçant pour qu'ils puissent savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, pour mieux pérenniser leur bien-être. Ce sont les collectivités territoriales qui doivent maintenant les accompagner techniquement pour que ces enfants puissent pleinement jouer leur rôle. C'est l'appel de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale. Bien, bonjour Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. Le conflit Iran-Israël, l'armée israélienne annonce avoir tué le nouveau chef d'état-major iranien. Israël affirme ce matin avoir éliminé Ali Chatmani, le plus haut gradé de l'armée iranienne nommé par l'ayatollah Khamenei il y a à peine 3 jours après la mort de son prédécesseur dans un bombardement israélien. Par ailleurs, 2 puissantes détonations ont été entendues aujourd'hui dans le centre et le nord de Téhéran, rapporte le journal Le Monde en citant des confrères de l'agence France Presse. L'agence de presse iranienne, elle, confirme qu'un bruit d'explosion a été entendu à Téhéran. On rappelle qu'hier lundi, l'armée israélienne avait notamment frappé le siège de la télévision d'État, faisant d'importants dégâts matériels et au moins 3 morts. Sur le sujet, toujours, RFI renseigne que le président américain a quitté le G7 de façon prématurée à cause, dit-il, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Dans l'avion présidentiel, Donald Trump a déclaré à des journalistes souhaiter, je cite, une fin réelle au conflit. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice est interdit de sortie du territoire. Après la levée de son immunité parlementaire, Constant Mutamba fait l'objet désormais d'une interdiction formelle de sortie de Kinshasa. L'interdiction est ordonnée par le procureur général près la Cour de cassation. Le ministre congolais est visé par une enquête pour détournement présumé de deniers publics. Soda Cham. Dans une correspondance adressée à la Direction générale de migration, le parquet informe que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte contre le garde des Sceaux après la levée de l'immunité parlementaire du ministre congolais de la Justice par l'Assemblée nationale. Cette interdiction intervient au lendemain du vote massif le 15 juin dernier par les députés réunis en plénière à Kinshasa d'une résolution autorisant les poursuites contre Constant Mutamba. Sur 363 votants, 222 se sont prononcés en faveur, 29 contre et 12 se sont abstenus, conformément aux articles 153 et 166 de la Constitution. Le ministre est accusé d'avoir autorisé en avril 2025 un paiement anticipé de 19 millions de dollars à la société Zion Construction pour un projet de construction d'une prison à Kinshasa. Selon le parquet, l'entreprise dépourvue de structure opérationnelle a perçu les fonds sur un compte privé non autorisé, sans qu'aucun travail ne soit entamé sur le terrain. L'enquête du parquet repose notamment sur les travaux d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale mise en place le 11 juin dernier pour examiner la demande de poursuite. Elle a confirmé des irrégularités graves et recommandé la levée de l'immunité parlementaire du ministre. Constant Mutamba, qui rejette les accusations, dénonce une cabale politique et avait tenté en vain de recuser le procureur général en charge du dossier. Son cas pourrait désormais être porté devant la Cour
Cour de cassation. Cette affaire marque un nouveau jalon dans la campagne nationale contre la corruption, alors que le secrétaire général de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a salué un tournant important dans l'affirmation de la responsabilité politique et judiciaire des membres du gouvernement. Assassinat de Patrice Lumumba au Congo en 1961, le parquet belge réclame un procès à Bruxelles contre un ancien diplomate. Le parquet fédéral a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d'Étienne d'Avignon dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de l'ancien premier ministre congolais. La Chambre du Conseil va décider de la suite à donner à cette affaire. Le diplomate belge en question est âgé de 92 ans. Il est le seul encore en vie parmi les 10 suspects ciblés dans la plainte pour crime de guerre déposée en 2011 par les enfants de Lumumba. Merci Anna Rocha pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La guerre Israël-Iran vue d'Afrique, du Sénégal notamment, enjeux, positionnement et répercussions. Pour en parler, nous aurons au téléphone le professeur Babacar Samb, spécialiste du monde arabe et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, et Mbaye Babacar Diop, spécialiste des relations internationales et des stratégies. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Diop. Lutte avec frappe, Sathiès contre Zarco, un combat explosif prévu dimanche. Et c'est à l'initiative de Al-Bouraq Production pour faire plaisir aux amateurs. Ce combat revanche, il faut le dire, puisque Sathiès avait battu il y a quelques années Zarco, mais depuis cette victoire, des choses ont changé. Zarco est devenu un autre lutteur, enchaînant plusieurs victoires depuis son retour au Sénégal. Quelle analyse faire donc de cette affiche, surtout après le dernier face-à-face qui a eu lieu dans les locaux de la 2STV, un face-à-face très chaud entre Sathiès et Zarco. Abdoulaye Dembélé, journaliste sportif spécialisé sur les questions de la lutte, a répondu à la question. Zarco et Sathiès, c'est une revanche. Ils se sont affrontés en 2011. Lors de cette match, il y avait une forte tension autour du combat. Mais le combat, attention, avait pris une certaine dimension parce qu'à l'époque, Zarco était pensionnaire de l'écurie Rock Energy. Modulo était donc son mentor et Balaguer était le mentor de Sathiès. Et à l'époque, également, il y avait une rivalité naissante entre Modulo et Balaguer. D'ailleurs, une année avant, c'est-à-dire le 21 mars 2010, Modulo concédait sa première défaite en carrière et c'était Balaguer qui était passé par là. Donc, cette rivalité naissante-là, il l'avait transposée sur ce combat et qui a fait que le combat avait une dimension, une tension extrême. Et jusqu'au jour du combat, avant même l'assaut final dans l'enceinte, Modulo et Balaguer s'invectivaient. Donc finalement, Sathiès avait pris le dessus sur Zarco. Je pense que beaucoup d'eau a ensuite coulé sous les ponts, mais jusqu'à présent, Sathiès n'a pas envie de se faire battre par Zarco. On y va? On change de discipline, l'on parle de football, Ligue de football professionnel. Babacar Ndiaye et Abdoulaye Sow, candidats au poste de président. Ils veulent s'asseoir à la place de l'actuel président Djibril Ouad, le président de Teungueth FC qui a déclaré sa candidature avec un programme pour proposer de nouvelles choses pour le football professionnel. Abdoulaye Sow également, président sortant de la Ligue de football amateur qui veut monter d'un cran pour gérer et diriger le football professionnel. Que faut-il retenir de ces deux candidatures? Écoutons l'analyse de Demba Varor, journaliste sportif. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas simplement un seul profil qui peut diriger les instances en football au Sénégal. Que je n'ai jamais cru qu'une personne pouvait être à la tête d'une instance pendant plus de 15 ans et que certains de ces défenseurs disent que c'est peut-être le seul profil qui puisse diriger. Non. Et donc, quand je vois 2 ou 3 candidats qui se déclarent pour vraiment briguer un mandat de président à la tête de la Ligue Pro, je dis que c'est bien. Maintenant, Babacar Ndiaye, on a vu avec
avec Teungueth FC, comment il a changé cette équipe-là, parce que quand il le prenait et qu'il s'appelait Djokul, en un an, il a transformé cette équipe-là. Il a fait de cette équipe une des meilleures équipes de la Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC a été champion l'année dernière. Teungueth FC a gagné tous les trophées mis en jeu ici au Sénégal. Donc quand on est capable de le faire ex nihilo d'un club qui ne représentait pas grand-chose sur le plan local, ce président-là peut vraiment mener aux destinées de la Ligue professionnelle de football. C'est pareil pour Abdoulaye Sow. Tout le monde connaît son expérience, l'expérience qu'il a au niveau de la fédération, parce que pendant longtemps, il a été deuxième vice-président de cette fédération-là. Il a dirigé la Ligue de football amateur. Quand on dit Ligue de football amateur, ces 10 dernières années, on a vu comment le football amateur a joué très régulièrement. C'est un travail non négligeable que Abdoulaye Sow a fait au niveau de la Ligue amateur. Basketball à présent, la Jeanne d'Arc de Dakar en finale du championnat. Et la Jeanne d'Arc va défier l'équipe championne en titre, l'AS Ville de Dakar. Hier, Soletiam nous a parlé du parcours de l'équipe championne Ville de Dakar. Aujourd'hui, elle revient sur le parcours de cette équipe de la Vieille Dame. Finaliste malheureux en 2023, la Jeanne d'Arc va encore jouer la finale des playoffs. Une satisfaction pour l'entraîneur Ahmed Sen. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on se qualifie en finale de championnat. On s'est qualifié il y a 2 ans. On l'a perdu contre la Douane. Cette année, il y a une nouvelle année avec un autre challenge. Nous pouvons être fiers d'être en finale de championnat parce que ça n'a pas été facile. On a une équipe qui a été remaniée. On a perdu environ 7 jours l'année dernière. Donc on a eu un nouveau groupe comme chaque année. Mais on s'est battu avec le staff, avec la direction pour en faire une équipe et je pense qu'aujourd'hui on est en finale, donc on est très heureux. Malgré les 7 départs en début de saison, l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar a su résister pour en arriver là, souligne l'entraîneur. Donc on se devait de définir une nouvelle philosophie de jeu, un jeu basé sur le collectif et non sur l'individualisme, et je pense qu'à force de travailler, on a pu voir les bonnes situations qui ont permis à notre équipe de grandir et de progresser dans le jeu. Cette fois-ci, la Jeanne d'Arc de Dakar veut être championne du Sénégal, mais en face, il y aura la tenante du titre, l'AS Ville de Dakar. On l'a joué 2 fois cette année, on a perdu 1 fois, on a gagné 1 fois. On s'attend à un match très très difficile, mais sincèrement, on donnera tout ce qu'il faudra donner. Ça sera un match très athlétique, très disputé. Je pense que la différence se fera sur le premier match et on donnera tout pour gagner le premier match et nous préparer sur le second. On sait que ça va pas être facile, mais on donnera tout. On est des challengers, on a envie de soulever cette coupe, on a envie d'être champion du Sénégal. Cette fois-ci, la Jeanne d'Arc de Dakar ne compte pas aborder cette finale en victime expiatoire. L'entraîneur et son staff comptent se donner les moyens qu'il faut pour détrôner l'AS Ville de Dakar. Voilà, comme toujours, les sportifs, ils arrivent pile poil à l'heure pour franchir la ligne d'arrivée. Merci, Madame Sudjartian. La revue de presse de Mohamed Alimba. Bonjour Alimou. Bonjour. Publication des rapports d'exécution budgétaire, le ministère des Finances prend date. L'information barre la une principale du journal Le Soleil, lequel confrère relève que les documents seront publiés le 23 juin 2025. Le confrère qui revient à la charge souligne que c'est un changement d'approche qui est à l'origine du retard. Le ministère assume le retard pour, je cite, la transparence et la sincérité des comptes. Réplique la tête de conduite de l'APR, Pape Malick Ndour, qui est repris in extenso par le quotidien L'Info. À la lecture du communiqué dit Pape Malick, l'argument principal qu'ils ont avancé pour justifier le retard est qu'ils étaient dans des compilations de chiffres pour corriger la gestion de 2024. Non, et cette justification est révélatrice d'un dysfonctionnement plus profond de l'appareil étatique. Fin de citation. Walfadri, en tout cas, lui, fait focus ce matin sur la récurrence des levées de fonds du gouvernement. Le confrère a voulu en savoir davantage sur la destination de l'argent emprunté et il faudra le relever tout de suite la note de complaisance de nos 2 experts, Guy Silva Thiam, expert financier, qui estime que l'État du Sénégal est en train d'éteindre les feux partout. Le professeur Ahmed Ndiaye, économiste, lui tente de justifier les eurobonds, pourquoi ils sont si élevés. Le quotidien Les Échos est intéressé ce matin à l'Assemblée nationale à quelques jours seulement de la fin de la session. Mon confrère ne comprend pas grand-chose aux pratiques de l'institution. Le bureau de l'Assemblée a adopté la loi de finances et le débat d'orientation budgétaire, mais aucune date fixée par la conférence des présidents.
président. Seules les dates de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été fixées et une autre réunion des présidents pour fixer le calendrier de l'examen de la LFR et du débat d'orientation budgétaire. Le confrère y voit du tâtonnement. Ces données de la NSD sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, le journal Les Échos note ce matin que la tendance est baissière presque partout. Justice, l'affaire du palais de justice de Pikine, Guédiawaye, le juge a distribué des bracelets électroniques aux personnes présumées impliquées dans cette affaire de cession foncière. Mambo Yao, ancien déchet des domaines, Abdoulaye aussi ancien DAGE du ministère de la Justice, Daouda Diallo, ancien chef du bureau des domaines et l'ancien chef du cadastre, tous placés sous bracelet électronique. Un mandat d'amener a été décerné contre Mamadou Gueye, lui absent du pays, vous le savez. Le journal pointe la liste des 26 du ministère de la Justice. Le secrétaire général de l'AFP qui, lui, apporte son soutien à Moustapha Diakhaté. Nous sommes en politique. Mbaïgon ne comprend pas. Le député se dit contre la judiciarisation du débat politique. À lire son coup de gueule dans le journal Évidence. En première page du journal Le Quotidien, le rapatriement des migrants des États-Unis. Un rêve brisé, le rêve brisé de Sénégalais partis par le Nicaragua. Vous le savez, les expulsions s'intensifient et se font en catimini. La peur grandit dans les communautés émigrées. Reportage du journal en page intérieure. Le journal Sud Quotidien lui fait focus sur la Casamance et le soldat sénégalais porté jusque-là disparu. Le journal note que 2 mois après, toujours silence de cathédrale. On ne sait pas où est le soldat. Il n'a pas encore été retrouvé. Et puis, en première page des journaux aussi, sécurité sanitaire des aliments, restauration de rue, un danger à chaque bouchée. Notre docteur Mamadou Ndiaye, les spécialistes de la question, il dit qu'il faut une bonne table d'alimentation au Sénégal pour éviter d'avoir des problèmes sanitaires. La santé publique et les règles d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées en la matière, selon la FAO qui a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes dans ce sens. Une alerte fondée sur des constats alarmants. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi, 35 points de vue sur la guerre Israël-Iran, vue d'Afrique du Sénégal, notamment enjeux, positionnement et répercussions. Pour en parler, nous avons le professeur Babacar Samb. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabe et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Avec nous également Mbaye Babacar Diop, spécialiste des relations internationales et des stratégies. Bonjour Mbaye Babacar Diop. Bonjour M. Dieng. Alors, c'est par vous que je vais commencer, Mbaye Babacar Diop, la guerre Israël-Iran, des bombardements de part et d'autre, plusieurs victimes ces derniers jours, la tension est montée d'ailleurs d'un cran. Avant d'en venir d'abord au Sénégal et à l'Afrique, dites-nous, comment en est-on arrivé là? Avec votre permission, M. Dieng, permettez-moi de saluer mon homonyme et mon homonyme et frère, M. Babacar Samb, avec qui j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de débats à Walfadjri, surtout du temps de Sid Lamignon, qui donnait beaucoup d'importance à cette question-là. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais attirer votre attention par rapport à une situation qui est en train de se passer. Nous sommes en train de rentrer dans le piège de Netanyahou. La question de Gaza, de la presse humaine générale, est en train d'être rangée au second rang. Je veux dire par là, tout en appréciant par rapport au Sénégal, le communiqué qui a été envoyé hier à la presse venant des affaires étrangères, j'aurais souhaité que le Sénégal fasse preuve de beaucoup plus de cohérence par rapport à sa posture historique. Je me permets de le dire parce que c'est important. À ce stade, nous demandons au Sénégal d'exercer juste son mandat. On ne demande rien de révolutionnaire. On arrivera à ce sujet à proprement parler lors du débat. Oui, d'accord. Donc on y reviendra. Par rapport à la situation actuelle, ce qui se passe, c'est que nous assistons à une situation inacceptable. Ce qui se passe, c'est un pays comme Israël qui ne respecte aucune résolution. Je dis bien aucune résolution des Nations Unies. Ce pays qui n'est pas
qui n'est ni signataire et qui n'a même pas ratifié, qui n'a ni ratifié ni signé le TNP, le traité de non-prolifération, qui n'a rien à voir avec l'AEA, c'est ce pays qui se permet de dire à un pays souverain que vous ne respectez pas le traité de non-prolifération. C'est une violation très grande du droit international et qui est inacceptable. Israël a attaqué un pays souverain. Deuxième objectif, Israël se permet de dire qu'il va opérer à un changement de régime par rapport à un régime où le président a été élu démocratiquement. L'autre chose, ce qui se passe actuellement, c'est le plan de la violation même des droits économiques, sociaux et culturels. Parce que lorsqu'on attaque des infrastructures ayant des impacts par rapport même au niveau de vie de la population, c'est un problème. Ce qu'il faut dire actuellement et dénoncer, c'est le double langage, le double standard de l'Occident. Israël ne saurait agir sans la complicité des États-Unis. Ce qu'il faut dénoncer encore une fois, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Israël s'attaque à des pays souverains. L'Iran a coopéré, il a coopéré dans un premier temps avec l'AEA, il y a plus d'une dizaine de rapports, ce n'est pas des choses qu'on invente, il y a plus d'une dizaine de rapports qui confirment cela. Maintenant, Donald Trump a décidé, lors de son premier mandat, de sortir des traités, ce qui a été une erreur stratégique. Maintenant, l'Iran a continué à travailler sur le point de vue de l'enrichissement. L'Iran a tendu, il faut reconnaître, a tendu la main aux Occidentaux pour dire que même si les États-Unis de Donald Trump quittent donc ce cadre-là, demandent aux Européens de continuer les négociations. On en est arrivé à un stade où un pays qui n'a pas déclaré son côté nucléaire, et tout le monde sait que Israël est à l'arme nucléaire, ça c'est connu, même s'il ne déclare pas, et c'est le pays-là qui décide de qui doit avoir... Veulent refuser à l'Iran la possibilité de disposer de l'arme nucléaire. Oui. Allez-y, oui. J'ai dit ces pays comme Israël qui veulent empêcher à l'Iran de disposer de l'arme nucléaire. Mais c'est ça, c'est pour faire connaître le sort de Kadhafi en Libye, le sort de Saddam Hussein en Irak et être le gendarme au niveau du Moyen-Orient. Ce qu'il faut dénoncer. Oui, très rapidement, le temps que je donne la parole au professeur Babacar Sam, oui. Voilà, je reviens à vous, Mbaye Babacar Diop. Professeur Babacar Sam, le Sénégal a longtemps présidé le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'ONU. Quelle doit être la voix du Sénégal dans ce conflit? On a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères appelant à une cessation des hostilités. Oui, alors je pense que c'est une bonne chose de faire entendre donc la voix du Sénégal. Depuis très longtemps, on attendait quand même cela. Parce que, vous l'avez dit, si le Sénégal préside ce comité qui doit veiller aux droits des peuples palestiniens jusqu'à son indépendance, c'est ce que dit. Donc, maintenant, bien entendu, on ne doit pas renvoyer les deux dos à dos. Babacar l'a dit tout à l'heure, il y a un pays qui a agressé, il y a un pays qui est agressé. Et alors, Israël n'est pas le gendarme du monde et que la communauté internationale a failli. Israël, comment il a justifié son acte? Menace nucléaire de l'Iran et de l'armée iranienne sur l'existence même d'Israël. C'est comme ça que vous avez vu Israël aller bombarder toutes les armes à Deraa dans le sud de la Syrie avec la sud de Bachar al-Assad. Et Israël a fait la même chose, bon, bien entendu au Liban et ailleurs. Mais je crois qu'il faut condamner quand même ces actes. On chat, il faut l'appeler on chat. Je crois que il n'y a que l'ONU qui joue son rôle dans cette affaire. L'ONU a fait des déclarations, a dit que la solution des conflits, c'est la négociation, c'est par la force. Personne n'a droit de transgresser donc le droit international
Donc c'est pourquoi je pense que le Sénégal devait véritablement le faire même plus tôt. Parce que toutes les associations de la société civile et des mouvements de soutien à la Palestine l'a demandé depuis longtemps pour que le Sénégal au moins fasse un acte diplomatique, convoquer l'ambassadeur d'Israël. L'Afrique du Sud l'a fait. Il y a des pays qui ont coupé les relations. Il y a des relations économiques. Il y en a qui ont gelé. Il fallait un acte. Même cette déclaration, je pense qu'il faut un acte un peu plus important pour mettre fin vraiment à ce conflit. Le Sénégal a bien raison d'appeler à un règlement pacifique des différends, le respect du droit international, et parce que c'est une menace c'est pas seulement sur Israël et Iran, mais c'est sur toute la sous-région du Moyen-Orient. Hein, les économistes vont le dire mieux que moi par rapport à Bab Mandeb et donc le passage des navires, des bateaux. Israël, donc, est le seul pays à dire que je vais attaquer ce pays et il l'attaque. C'était programmé, c'est la suite logique parce que l'Iran est accusé d'être à la tête donc, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance qui se trouve entre la Syrie, le Liban et l'Irak. Voulez-vous dire que le gouvernement devrait suivre ce soutien populaire, qui exprime son rejet d'Israël perçu comme un État agresseur? Absolument, parce que je pense que le Sénégal, on a un changement de régime. On est là pour le droit international, on respecte le droit. Un pays qui transgresse le droit, il faut l'appeler comme agresseur. Un pays qui ne respecte rien en ce qui concerne les relations, les droits humains, aussi bien à Gaza et ailleurs. Un pays qui s'en prend aux civils, aux enfants, aux femmes. Bon, je sais qu'Israël ne peut pas faire face à l'Iran. Israël faut faire la provocation, ramener les pays européens au soutien. Ils disent que oui, il a le droit de se défendre. C'est ce que dit la France, c'est ce que dit l'Allemagne. Les États-Unis disent oui, si ça continue, nous aussi, on va défendre Israël, mais on n'est pas partie prenante de la guerre. Mais tout le monde sait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est véritablement inédit. On n'a jamais vu un État qui peut détruire même pas un seul centimètre en Israël, sauf les roquettes que lançait Hamas. Mais là, on voit que l'Iran, c'est quand même grand pays de 91 habitants, 1,6 million km². C'est pas comparé avec Israël qui n'est que 9 millions d'habitants. Mais on sait que c'est là les États-Unis qui sont derrière. C'est pourquoi Israël a pris comme cible les chefs militaires, y compris, mais plus particulièrement, ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, les gardiens de l'armée idéologique de l'Iran. Bien, je reviens à vous, le professeur Babacar Sam. Mbaye Babacar Diop, vous soutenez que le Sénégal devrait prendre position et se démarquer de cette neutralité diplomatique. Oui, mais il y a une voix autorisée qui vient de dire ça, le professeur Babacar. Moi, mon problème, c'est que notre rôle, c'est de pouvoir toujours avoir une posture d'éclairage pour permettre à nos autorités, ils ont les compétences qu'il faut, donc des étrangers. Mais il y a des moments où, je ne sais pas s'ils sont submergés. Mais est-ce que le Sénégal n'essaie pas de préserver ses intérêts face avec ces deux États, appelant généralement au dialogue et au respect du droit international? Voilà le problème. Mon problème, c'est que, là, vous me donnez l'occasion même d'anticiper sur mon argumentaire. Je donne un exemple. Je dis à un ami diplomate, j'ai participé, il est dans un autre pays que le Sénégal, c'est pas un Sénégalais. On échangeait sur ces questions-là.
La conclusion qu'on a eue, ce qui s'est passé récemment, c'est ça qu'on voulait pas. On va dire peut-être au président Diomaye, voilà, attention, si vous parlez à Israël, donc voilà, question des États-Unis, voyez, donc avec Donald Trump. Maintenant, même le communiqué du Sénégal, on avait un petit peu d'analyse. Actuellement, ce qu'on ne voulait pas, c'est arriver. On voulait éviter, en tirant nos intérêts, le MTC, le Millennium Compact Challenge, Power Compact. Là où le Sénégal nous aide, les États-Unis nous accompagnent par rapport à l'électricité. Ils ont coupé ça. La question des visas immigration, le Sénégal est inscrit au niveau de la liste noire. Maintenant, à ce stade, ce qu'on voulait éviter, c'est que même si vous prenez une certaine position, on dit que bon, vous ne l'avez pas fait à temps. Parce qu'en diplomatie, la gestion des séquences semble importante. La dimension aussi historique. Actuellement, ce qui se passe, il faut oser le dire. On le dit avec respect, on le dit avec diplomatie, mais avec fermeté. Historiquement, le Sénégal ne s'est jamais comporté comme ça. Historiquement, le Sénégal a toujours pris ses responsabilités. J'en appelle à nos autorités, le président Diomaye, le premier ministre Ousmane Sonko. Je dis que vous n'avez pas le droit de faire moins que Senghor. Vous n'avez pas le droit de faire moins que Abdou, parce que historiquement, tout le monde sait que le premier président subsahárien ayant reçu, a eu le courage, a pris ses responsabilités pour recevoir Yasser Arafat de l'OLP en 1977, c'est Senghor. En 1973, après le Yom Kippour, la guerre de Kippour, Senghor a rompu les relations diplomatiques. Actuellement, est-ce que vous pouvez comprendre que nous, nos autorités actuelles, ils sont jeunes, ils sont souverainistes, on ne demande rien révolutionnaire, Senghor n'est pas révolutionnaire, Abdou Diouf non plus. Donc la posture du Sénégal est en rupture par rapport à notre posture historique. C'est ça la réalité. Et historique par rapport à la Palestine, historique par rapport au combat de libération, PAIGC, SWAPO, ANC, etc., etc. Le Sénégal doit reprendre la question des intérêts. Moi, je ne parle pas de religion par rapport à cela. Je ne parle pas de race. Il y a des postures qu'il faut que se faire respecter par rapport aux intérêts. Je vous viens de vous dire que si on a conseillé au président de mettre attention, déjà on est sauvé bien avec les MCC. C'est pas le cas. Merci. Merci Mbaye Babacar Diop, spécial des relations internationales et des stratégies. Professeur Babacar Sam, je termine avec vous, spécial du monde arabe et ancien ambassadeur du Sénégal. Le Sénégal peut-il jouer un rôle diplomatique ou de médiation comme il l'a parfois fait dans d'autres crises pour ce qui est de ce conflit Israël-Iran? Oui, bien sûr, parce que le Sénégal l'a déjà fait. Senghor, lui, à l'époque, Senghor avait présidé une délégation de médiation qui a été en Israël, à Jérusalem, qui a été au Caire, donc après 1967, la guerre de 67. Alors, le Sénégal a toujours eu donc cette posture. Maintenant, bien entendu, le Sénégal est un peu gêné peut-être par rapport aux positions des pays arabes. Parce que les pays arabes, bien entendu, la plupart sont paralysés dans leur position par leur intérêt avec les États-Unis. Mais je crois que le Sénégal a dit qu'il faut véritablement aller vers un règlement pacifique, alors que Israël dit qu'il faut éliminer, je ne parle même pas des militaires, mais l'ayatollah Khamenei, ce qui mettra fin au conflit et appeler donc les Iraniens à se révolter. Donc je crois que ça, il faut raison garder et appeler un chat un chat. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. Ces justifications de la guerre ne tiennent pas. Les ciblés de Netanyahou, vraiment, personne ne peut accepter cela. La dernière chose, les destructions de part et d'autre. À l'Iran, il y a plus de 224 morts. En Israël, déclaré 24 morts. Mais Israël, vous savez bien que ne dévoile pas la véritable situation sur place. Et même, ils ont interdit aux journalistes de filmer les dégâts. Et ils ont pris leur caméra. Donc, ce qui veut dire que actuellement,
Je pense qu'après l'élimination de Hassan Nasrallah, Ismaël Haniyeh et autres, c'est même pas le nucléaire qui intéresse donc Israël. Israël, c'est le seul pays à disposer du nucléaire donc au Moyen-Orient. Mais il y a un problème moral. Bayrou l'a dit hier soir, le Premier ministre français, parce qu'il y a on sent l'exposition d'armement à Paris, mais le stand d'Israël a été censuré et couvert en noir. Israël a bien entendu critiqué cela, parce que Bayrou dit on a un problème moral par rapport vraiment à ce qui se passe à Gaza, par rapport aux tueries, par rapport... Je crois que vraiment, c'est quelque chose qui interpelle la condition humaine, c'est quelque chose qui interpelle donc tous ceux qui ont sous les esprits donc de paix et de justice dans le monde. Merci. Donc c'est pourquoi je pense que le Sénégal, c'est le pays, parmi les pays d'Afrique de l'Ouest, qui est le plus avancé dans le problème palestinien, mais il me semble-t-il que le rôle qu'il devait jouer, vraiment, je crois qu'il y a quelques manquements qui doivent être remplis très rapidement pour que le Sénégal soit donc perçu à travers le monde arabe et le monde arabo-islamique. Parce qu'il y a les canaux que le Sénégal dispose, il y a l'OCI, il y a la Ligue arabe, il y a aussi l'Union africaine et l'ONU. Et les déclarations du président de la République et du Premier ministre sont très claires et sans ambages par rapport au soutien donc de la Palestine. Merci. Merci. Voilà, merci. donc c'est pourquoi je pense qu'il faut absolument que le Sénégal, sa position soit plus clarifiée et plus ferme. Pour une position plus claire et plus ferme. Merci, professeur. Babacar Sam, spécialiste du monde arabe et ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Mbaye Babacar Diop, spécialiste des relations internationales et stratégies. C'était Point de vue, c'est la fin de ce grand journal. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiop.